J'ai payé 215 000 € pour mon appartement, j'ai laissé mon frère y vivre sans loyer pendant 1 an, et il a dépensé 1100 € en parquet. À l'anniversaire de maman, elle a annoncé « Nous lui donnons la maison ». Il l'a mérité. Papa a eu un sourire narquois. C'est comme ça que tu gagnes mon respect, mon fils. J'ai dit « Parfait ». À minuit, le parquet était enlevé et des déménageurs emballaient les affaires de sa chambre. À 6 heures du matin, il y avait 53 appels manqués, la discussion de groupe explosait, et une photo qui les a tous réduits au silence. Vous savez ce qui est drôle ? A dit ma sœur, Chloé, en levant sa coupe de champagne avec un sourire narquois. L'acte de propriété était une erreur. Cette maison nous appartient en réalité, pas à toi. La pièce s'est figée. Nous étions à notre baby shower, des amis, de la famille, des collègues, des ballons, une musique douce, des plateaux de charcuterie avec de minuscules cure-dents. Ma femme, très enceinte et radieuse. Tout le monde nous dévisageait. La voix de Chloé a retenti, douce et délibérée, comme si elle portait un toast. Juste une petite confusion juridique. Nous travaillons à la corriger. Ne t'inquiète pas, maman. Et j'emménagerai juste après la naissance du bébé. Elle a trinqué avec un faux sourire et a siroté sa boisson comme si elle venait d'annoncer un nouvel endroit pour bruncher, et non qu'elle prévoyait de s'emparer de notre maison. Maman a hoché la tête à côté d'elle, telle une conseillère royale suffisante. Ce sera bon pour le bébé, a-t-elle ajouté. Vous aurez besoin d'aide de toute façon. Et cette maison n'a jamais été vraiment la tienne. J'aurais dû perdre mon sang-froid sur le champ. Renverser la table, crier, partir en claquant la porte. Mais juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu ne réagit pas. Il t'enregistre. Ce fut la seule chose qui m'a empêché de craquer. J'ai regardé et, effectivement, l'oncle Bernard avait son téléphone à moitié caché, l'objectif pointé droit sur moi. Ma cousine Eva, elle aussi, enregistrait, attendant juste que j'explose pour prouver leur version des faits selon laquelle j'étais instable, théâtrale et inapte à élever un enfant. Alors j'ai souri un sourire crispé, poli, le genre de sourire qui cache la guerre. Puis je me suis levé, j'ai marché jusqu'au fond de la pièce, j'ai sorti mon téléphone, je me suis connecté à l'application de la serrure intelligente de la maison et j'ai changé les codes d'accès. Chloé et maman ne pourraient plus rentrer. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Et puis j'ai fait un dernier geste, un texto, un formulaire juridique, un acte final qui a tout bouleversé. À minuit, j'avais 64 appels manqués. Je m'appelle Thomas. J'ai 33 ans. Et si vous m'aviez demandé il y a 1 an, je vous aurais dit que tout commençait enfin à se mettre en place. Je travaillais dans la logistique, un revenu solide, l'hypothèque presque entièrement remboursée. Nous attendions notre premier enfant après des années d'essais, des opérations, des cycles hormonaux, des spécialistes, 3 ans de chagrin et d'espoir. Puis enfin, 2 lignes roses. Le plus beau matin de ma vie. La maison qu'elles essayaient de revendiquer à la baby shower? Je l'ai achetée avant même de rencontrer Léa. C'était un vieux duplex qui nécessitait des travaux. J'y ai consacré tous mes week-ends. Mais j'ai fait une erreur, j'ai mis le nom de ma mère sur l'acte de propriété en tant que copropriétaire. À l'époque, la banque voulait une signature supplémentaire pour approuver le prêt, et elle a juré que ce n'était qu'une formalité administrative. Ses mots exacts furent « C'est juste pour t'aider, mon chéri. Je n'interférerai jamais. » Je l'ai cru parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas de quoi elle était capable. Dès l'instant où j'ai présenté Léa, ça a commencé. Elle est un peu froide, a dit ma mère la première fois que nous avons quitté un dîner plus tôt. On n'a pas l'impression qu'elle fait partie de la famille, a ajouté Chloé, comme si ma vie était une décision de comité familial et que Léa avait échoué au vote. J'ai essayé de maintenir la paix, j'ai limité les visites, j'ai gardé les choses cordiales. Mais quand Léa est tombée enceinte, j'ai pensé qu'il était peut-être temps de les laisser revenir. Après tout, c'est leur petit enfant. Grosse erreur. Soudain, ma mère et ma sœur étaient très présentes, juste pour aider. Chloé débarquait avec des articles de bébé que nous n'avions jamais demandés, des tétines, des vêtements de la mauvaise taille, un tire-lait d'occasion qui mettait Léa visiblement mal à l'aise. Elle ne montre même pas encore, a dit Chloé une fois, debout dans notre cuisine comme si elle était chez elle. Est-ce qu'elle mange même correctement? Léa s'est contentée de sourire et de changer de sujet,
mais j'ai vu son regard. Puis ma mère a commencé à insister davantage. Je pensais, m'a-t-elle dit un après-midi pendant que Léa se reposait, que je devrais rester avec vous après la naissance. Quelques semaines, juste le temps que vous preniez le coup de main. Les bébés ont besoin d'un soutien féminin fort. Non, ai-je dit calmement mais fermement. Merci, mais Léa et moi en avons parlé. Nous voulons nous débrouiller seuls. Elle a marqué une pause, puis a affiché ce sourire crispé et passif-agressif. Bien sûr, si c'est ce qu'elle veut. L'atmosphère dans la pièce a changé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle reprochait tout à Léa, les limites, la distance, le fait que je ne sois plus son petit garçon. Les choses ont empiré. Léa m'a dit que ma mère avait commencé à laisser tomber des allusions, qu'elle avait mentionné comment, techniquement, son nom était toujours sur la maison, que si jamais quelque chose arrivait, elle aurait son mot à dire. Je l'ai confrontée. Maman, tu as dit que ce n'était qu'une formalité. Pourquoi est-ce que tu en parles? Elle m'a répondu sur ce ton, celui que j'entends depuis que je suis enfant, ce ton déçu et condescendant. Eh bien, chérie, il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit de sécurité. Tu es un nouveau père. Tu ne peux pas tout gérer tout seul. Et franchement, je n'ai pas l'impression de pouvoir lui faire confiance. Je suis resté là, sans voix. Lui faire confiance? À ma femme, la femme qui avait traversé des années d'enfer pour porter ce bébé. Puis Chloé s'en est mêlée. On a discuté, a-t-elle dit un soir après s'être invitée. Et nous pensons qu'il serait peut-être temps d'ajuster certaines choses. Tu as toute cette maison, et maman et moi essayons juste de nous assurer qu'elle est utilisée de manière logique. Ajuster quoi, exactement? Eh bien, dit-elle nonchalamment, peut-être que maman et moi pourrions emménager dans l'unité du haut. Elle est inoccupée. Tu peux prendre le bas. Ce serait plus facile pour le bébé aussi. Plus d'aide à portée de main. Plus de bras. J'ai ri. Je pensais qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. C'est là que Léa en a eu assez. Elle m'a dit sans détour, si tu ne fixes pas de limite maintenant, elles vont nous marcher dessus à tous les deux. Je n'élèverai pas notre enfant comme ça. J'étais d'accord. Alors, je leur ai dit non. Encore une fois, poliment mais clairement. C'est là qu'elles ont changé. Chloé a commencé à se montrer froide, puis passive-agressive. Elle faisait des commentaires désobligeants lors des dîners de famille. Tu sais, la plupart des femmes tueraient pour de l'aide gratuite, a-t-elle dit une fois, en sirotant son vin et en jetant un coup d'œil à Léa. Maman a complètement cessé de parler à Léa. Et puis le coup de grâce. Une semaine avant la baby shower, j'ai reçu un message de l'avocat de ma mère, quelque chose à propos de clarifier la propriété du bien et de s'assurer que ses droits et intérêts étaient protégés. Je n'en ai même pas parlé à Léa. Je savais qu'elle paniquerait, mais j'ai commencé à sentir quelque chose changer en moi. Elle préparait quelque chose. Je pouvais le sentir. Et pourtant, je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé à la baby shower. Au moment où Chloé a fait cette annonce, cette maison nous appartient en réalité, tout s'est éclairci. Ce n'était plus seulement de la manipulation émotionnelle. C'était une manœuvre, un coup monté. Et maman, elle l'a soutenu instantanément. Nous emménageons juste après la naissance du bébé, a-t-elle dit comme si c'était déjà décidé. Puis ce texto est arrivé. Ne réagis pas. Il t'enregistre. Tout prenait sens, l'avocat, les commentaires étranges, l'attention. Elle semblait attendre une réaction qu'elle pourrait utiliser contre moi pour me faire paraître instable, afin de pouvoir prétendre que j'étais inapte, l'utiliser au tribunal, peut-être même essayer d'obtenir la garde de mon propre enfant. Alors, j'ai souri. Je me suis connecté au système de serrure intelligente et j'ai révoqué tous leurs accès, ceux de maman, de Chloé, de tout le monde. J'ai changé les codes et désactivé leurs porte-clés. Puis j'ai fait un dernier geste, et à minuit, mon téléphone s'est allumé avec 64 appels manqués. Je me suis réveillé à 6h13 du matin au son de la sonnerie de mon téléphone. 17 autres appels manqués. Ce qui faisait 81 au total, maman, Chloé, tante Sophie, même un numéro enregistré sous le nom « avocat de la famille ». Léa dormait encore, paisible. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine et j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie.
Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle lancé avant que je puisse dire un mot. Tu nous as sérieusement interdit l'accès? Vous avez annoncé à notre baby shower que vous emménagiez. Je m'assure juste que cela n'arrive pas, ai-je dit sèchement. Tu n'as pas le droit de prendre des décisions comme ça tout seul, Thomas, a-t-elle rétorqué. Nous sommes une famille. Nous avons des droits. Je suis sur l'acte de propriété. Oui, d'il y a 10 ans. J'étais un gamin fauché qui avait besoin d'un cosignataire. Ça ne veut pas dire que tu possèdes ma maison. Nous avons aidé à notre manière, intervint Chloé. Je n'avais même pas remarqué qu'elle était sur la ligne. Nous avons fait partie de ta vie. Nous t'avons soutenu. Vous m'avez manipulé. Vous avez essayé de tout contrôler depuis le jour où Léa est tombée enceinte. Maman a repris la parole. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour le bébé. Non, vous voulez le contrôle. Vous pensez qu'inscrire votre nom sur un acte de propriété vous donne autorité sur ma vie. Ce n'est pas le cas. Il y eut une pause. Puis le ton de maman est devenu lent et menaçant, celui qu'elle utilisait quand elle voulait me faire culpabiliser pour que je cède. Si tu t'engages sur cette voie, tu le regretteras. Ne fais pas quelque chose que tu ne pourras pas défaire. C'est là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait de pouvoir. Je ne vais rien défaire. Si vous voulez parler, faites-le par l'intermédiaire d'avocats. Vous ne mettrez pas les pieds près de cette maison. J'ai mis fin à l'appel. Mon cœur battait la chamade, mais je me sentais étrangement calme, comme si un poids avait été levé. Cette paix n'a pas duré longtemps. À 10 heures du matin, une publication de ma mère était apparue sur Facebook, c'est déchirant quand votre propre enfant se retourne contre vous au moment le plus sacré de la vie. Après tout ce que vous avez fait pour eux. Les mensonges que les gens répandent pour justifier la cruauté. Honteux. Les commentaires ont commencé à affluer. Chloé a posté un emoji en pleurs et a commenté « Tu mérites mieux, maman. » Ma cousine Camille, je suis tellement désolée. Tu as toujours été une mère si aimante. Quelqu'un d'autre a ajouté « Ne vous inquiétez pas. La vérité triomphe toujours. » La vérité. Ces gens ne connaissaient même pas la vérité. Je n'ai pas répondu. Je n'en ai même pas parlé à Léa. Pas encore. Elle n'avait pas besoin de plus de stress. Elle était enceinte de 34 semaines et commençait tout juste à mieux dormir. Mais ensuite, vers midi, on a frappé à la porte. C'était mon oncle Grégoire, le frère de maman. Il avait l'air mal à l'aise, tenant une tarte dans un plat en aluminium comme s'il s'agissait d'une visite pour les fêtes. « Salut, mon gars, dit-il. Ça te dérange si on parle ? » Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Il a soupiré. « Écoute, je ne veux pas me mêler de ça, mais ta mère est anéantie. Chloé aussi. Elles disent que tu as perdu la tête. Grégoire, es-tu venu ici parce qu'elles t'ont envoyé ? Non, dit-il, mais ta mère m'a appelé en pleurant ce matin. Elle a dit que tu les mettais à la porte, que tu avais changé les serrures. Je n'ai mis personne à la porte. Elles n'ont jamais vécu ici. Elles ont essayé de revendiquer publiquement notre maison lors d'une baby shower. Qu'aurais-tu fait ? Il n'a pas répondu. Elles pensent que parce que son nom est sur l'acte de propriété, elles peuvent simplement débarquer et tout diriger. Mais elle n'a jamais fait un seul paiement, n'a jamais aidé en quoi que ce soit. Maintenant, elles veulent emménager pour aider, mais ce n'est pas de l'aide, c'est du contrôle. Grégoire se frotta la mâchoire. Honnêtement, tu n'as pas tort, mais tu sais comment est ta mère. Une fois qu'elle se sent attaquée. Je ne l'ai pas attaquée. J'ai posé une limite. Ça ne lui a pas plu. Il hocha lentement la tête. Je vais lui parler. Peut-être calmer les choses. Je l'ai remercié, mais je savais que ça ne changerait rien, car ce soir-là, le vrai coup est tombé. Vers 20h30, j'ai reçu un courriel d'un cabinet d'avocats. En pièce jointe, une lettre officielle de l'avocat de ma mère exigeant une médiation sur le litige immobilier. Elle essayait de revendiquer la propriété partielle de la maison et voulait que son accès soit rétabli. Puis vint le coup de grâce, il menaçait de poursuivre en justice pour obtenir préventivement des droits de visite des grands-parents. Ma mâchoire se serra si fort que j'en eus mal. Il se préparait à une bataille juridique avant même que le bébé ne soit né.
J'ai montré la lettre à Léa. Elle est devenue blême. C'est de la folie, murmura-t-elle. Ils pourraient même essayer d'interférer dans la façon dont nous l'élèverons. Ils vont essayer, dis-je, mais ils ne gagneront pas. J'ai passé le reste de la nuit au téléphone avec un avocat. Nous avons fait rédiger des documents juridiques le soir même. Le lendemain matin, j'ai déposé une requête pour retirer complètement le nom de maman de l'acte de propriété, invoquant l'abandon financier et l'entretien unilatéral de la maison. Nous avions des années de reçus, de relevés d'hypothèque, de taxes foncières, de réparations, tout payé par moi, pas un centime d'elle. J'ai également déposé une mise en demeure pour harcèlement. Puis j'ai fait un dernier geste. J'ai envoyé à maman et Chloé une copie de la requête. Pas de message, pas d'explication, juste les faits. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle ce jour-là, mais à minuit, j'avais 64 nouveaux appels manqués, et je savais que j'avais enfin repris le contrôle. Léa a accouché 3 semaines après le fiasco de la baby shower. Un garçon, Léo, pesant 3 kg, la preuve parfaite que je n'avais besoin de l'aide de personne portant le même nom de famille que moi. Nous n'avons pas prévenu ma famille quand c'est arrivé. Pas de texto, pas d'appel, rien sur les réseaux sociaux. J'ai tout verrouillé parce que je savais qu'à la seconde où elles l'apprendraient, elles en feraient à nouveau leur spectacle. Et cette fois, je ne leur donnais pas de scène. 3 jours plus tard, alors que Léa se reposait à la maison et que Léo dormait enfin, un courriel de mon avocat est arrivé, la défenderesse a volontairement renoncé à toutes ses prétentions sur la propriété. Aucune autre action en justice ne sera engagée. Statut, clos. Traduction, ma mère avait enfin compris qu'elle n'avait aucun fondement juridique. Tout ce bruit sur le fait d'être sur l'acte de propriété était inutile au tribunal sans une seule contribution financière documentée. Pas un seul paiement d'hypothèque, pas une seule facture de réparation, pas un seul centime de sa part en 10 ans. Elle a cédé. Sèchement. Je m'attendais à un combat, à une dernière résistance, à une lettre dégoulinante de culpabilité. Au lieu de cela, le silence, ce qui m'effrayait davantage car les gens comme elle ne se taisent que lorsqu'ils se regroupent. Et bien sûr, 48 heures plus tard, Internet s'est enflammé. Chloé a posté une longue tirade dramatique sur Facebook. La famille est censée être éternelle, mais certaines personnes préfèrent jouer à des jeux de pouvoir plutôt que de construire des ponts. Nous avons essayé d'être là. Nous avons été rejetés. Elle a joint une photo d'un berceau vide avec la légende « aurait dû être rempli d'amour ». Au lieu de cela, rempli d'orgueil. Pathétique. Mais ça a marché. La section des commentaires a explosé. Tante Sylvie, vous ne méritez pas ça. Une cousine que je n'avais pas vue depuis 5 ans, je prie pour ta paix, Chloé. Une des amies de l'église de maman, honte à ceux qui oublient les personnes qui les ont élevées. Il me dépeignait comme le méchant, le fils instable qui avait coupé les ponts avec sa famille sans raison, le mari aigri sous le contrôle de sa femme. Pendant ce temps, elles étaient les pauvres saintes au cœur brisé qui essayaient juste d'aider. Sauf que j'avais des preuves, des documents, des messages audio, des captures d'écran. Et je n'avais pas peur de les utiliser. Alors, j'ai posté une seule chose, juste une. Une photo de Léo endormi sur ma poitrine. Légende, ma seule priorité. Pas de place pour le faux amour, les jeux de pouvoir ou la culpabilité déguisée en soutien. La famille, ça se mérite. Et j'ai laissé les commentaires s'enflammer. En moins de 10 minutes, j'ai reçu un texto de Chloé, waouh. Alors maintenant tu joues la victime. Je n'ai pas répondu. Elle en a envoyé un autre, tu crois que c'est fini? Tu as détruit notre famille. Toujours pas de réponse. Puis est venu l'appel d'un numéro masqué. J'ai laissé sonner. Puis le message vocal est arrivé. C'était ma mère, la voix tremblante de rage. Tu me repousses juste parce que je voulais aider? Pour t'avoir aimé? Tu crois que ta petite famille te rend intouchable? Continue de te cacher. Mais un jour, Léo demandera où est passée sa vraie famille. Et je ne mentirai pas pour toi. Elle a raccroché. Ce message vocal est resté sauvegardé dans mon téléphone. Pas par vengeance, pas comme preuve, mais comme rappel que cette femme ne méritait pas d'avoir accès à mon fils. Jamais. Mais les retombées n'étaient pas encore terminées. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un message sur LinkedIn, de tous les endroits possibles, de quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, une femme nommée Nathalie.
Bonjour, Thomas. Je travaille dans la même organisation à but non lucratif que votre mère. Je voulais juste dire que j'admire vos limites. Vous n'êtes pas seul. J'ai répondu. J'apprécie. Puis-je demander pourquoi maintenant? Sa réponse m'a frappé comme un train de marchandises. Elle dit que vous êtes émotionnellement instable ou difficile à vivre. Elle a dit que Léa vous isole, que le bébé était un accident et que vous êtes dépassé. Mais je l'ai vu parler à d'autres femmes de la même manière manipulatrice. Je voulais juste que vous sachiez que vous n'êtes pas le fou. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement la famille. Ma mère me dénigrait publiquement auprès de quiconque voulait bien l'écouter, se peignant comme la matriarche trahie par son fils brisé. J'ai eu envie de crier, mais à la place, j'ai tout renforcé. Système de sécurité mis à jour. Serrure intelligente, nouvel administrateur. Plan de garderie de Léo, privé. Aucun parent listé. Aucune exception. J'ai même demandé à notre pédiatre d'ajouter une note, pas de partage d'informations avec la famille élargie, dans notre dossier. Pendant ce temps, Chloé continuait de jacasser. Ses publications devenaient plus désespérées. C'est drôle comme certaines personnes instrumentalisent la paternité pour isoler les autres. Certaines épouses manipulent en silence, mais les dégâts crient. J'ai ignoré chacune d'entre elles. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Julien, le mari de Chloé, m'a envoyé un texto de nulle part. On peut parler? Nous nous sommes rencontrés sur le parking d'une station-service la nuit, comme deux types planifiant un braquage de banque. Il avait l'air épuisé, fatigué, abattu, vidé. Je ne prends pas parti, dit-il, mais je voulais juste dire que je comprends maintenant. J'ai haussé un sourcil. Elle a raconté à tout le monde que ta femme est manipulatrice, que tu es brisé. Mais mec, je vis avec elle, et j'ai vu comment cette famille fonctionne. C'est toxique. Ça l'a toujours été. Tu as fait ce qu'il fallait. Je lui ai demandé, alors pourquoi es-tu encore là? Il m'a lancé un regard que je ne connaissais que trop bien, le regard d'un homme encore accro à la culpabilité, encore empêtré dans les obligations. Les enfants, l'hypothèque. Et je suppose que je n'en suis pas encore là. J'ai hoché la tête. Tu y arriveras, ai-je dit. Il a juste soupiré. Avant de partir, il a ajouté, au fait, ta mère raconte aux gens que tu as coupé tous les ponts parce que tu suis une thérapie pour la colère. J'ai éclaté de rire. Si ce n'était pas le cas avant, ça pourrait l'être maintenant. Julien a souri. Fais-moi signe si jamais tu as besoin de quelqu'un pour confirmer ta version de l'histoire. 2 jours plus tard, j'ai reçu une carte manuscrite par la poste. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une photo pliée de moi et Léo que j'avais publiée et une seule ligne écrite de la main de ma mère, un jour, il verra clair en toi, lui aussi. C'est à ce moment-là que j'ai changé nos noms de famille. Pas légalement, pas encore, mais sur les réseaux sociaux, dans les dossiers de la garderie, même sur la couverture de bébé personnalisée de Léo. Parce que s'il grandit en pensant que cet héritage vaut la peine d'être préservé. Elles ont essayé de nous briser avant même que nous ayons commencé. Et maintenant, ce sont elles qui sont exclues, regardant à travers la fenêtre d'une vie dont elles ne feront jamais partie. Cela fait 9 mois. Léo rampe maintenant, se hisse sur les meubles, rit de choses que lui seul comprend. Et moi? Je respire enfin à nouveau. Pas d'appels manqués, pas de fausses excuses, pas de mines émotionnelles cachées dans les discussions de groupe familial. Juste le silence. Et je n'ai jamais rien apprécié davantage. Je pense parfois à la baby shower, la façon dont elles m'ont piégé, le verre levé, la caméra pointée, l'embuscade publique. Ce jour-là a été le point de non-retour. Et je suis content que ce soit arrivé parce que ça m'a forcé à me réveiller. Je croyais que la famille signifiait pour toujours, que le sang suffisait, que la loyauté était automatique. Mais maintenant, je sais quelque chose de différent. La famille, ce n'est pas qui vous revendique, c'est qui vous respecte. J'ai grandi en pensant que je devais mériter leur amour en payant des choses, en gardant le silence, en jouant le bon fils. Mais rien de tout cela n'était réel. Au moment où j'ai cessé d'alimenter la machine, elles se sont retournées contre moi. Ce n'est pas de l'amour. C'est un moyen de pression. J'avais l'habitude de porter la culpabilité comme une seconde peau.
Chaque limite que j'essayais de fixer était accompagnée d'heures de réflexion excessive. Maintenant, je dis non et je le pense. J'ai construit un autre type de foyer maintenant, pas seulement des murs et des serrures. Un foyer mental, une sécurité émotionnelle, un endroit où mon fils ne sentira jamais que l'amour dépend de l'obéissance. Je ne dis pas de mal d'elle à Léo. Je n'empoisonnerai pas son avenir avec mon passé. Mais je lui dirai la vérité, que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, que la manipulation déguisée en aide est toujours de la manipulation, et que protéger sa paix ne vous rend pas égoïste, cela fait de vous un père. Le plus fou? Elles ne se sont toujours pas excusées. Pas une seule fois. Ni pour le procès, ni pour les mensonges, ni pour avoir essayé de me faire passer pour instable devant ma femme enceinte et la moitié de ses amis. Et je n'ai plus besoin qu'elle le fasse, car la véritable conclusion ne réside pas dans des excuses, elle réside dans le choix de ne pas en avoir besoin. Je sais qu'elle regarde toujours par le biais d'amis communs, de faux comptes, de mises à jour chuchotées transmises par des cousins bien intentionnés. Laissez-les faire. Elles verront une famille qui s'épanouit sans elles. Elles verront un garçon grandir dans un foyer bâti sur le respect, pas sur la peur. Et elles me verront, enfin libre du rôle dans lequel elles ont essayé de m'enfermer. Si vous lisez ceci et que vous avez l'impression que votre propre famille a instrumentalisé la culpabilité contre vous, écoutez, vous n'êtes pas faible de vous éloigner. Vous n'êtes pas sans cœur de vous protéger. Vous n'êtes pas le méchant de leur histoire simplement parce que vous avez cessé de jouer la victime dans la vôtre. Je pensais que partir signifiait un échec. Maintenant, je sais que c'était le début de ma liberté. Et Léo, il n'aura jamais à se demander s'il est aimé, parce que j'ai fait le travail. J'ai brisé le cycle. J'ai mis fin à la performance, et je ne la laisserai jamais recommencer. Pour personne. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste, manuscrite, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une photo de ma mère debout devant un centre de réadaptation, tenant un tableau blanc avec la date du jour. Et en dessous, juste 5 mots, j'essaie. Pour lui. S'il te plaît. Pas de discours, pas d'exigence, pas de manipulation. Juste ça. Je l'ai fixé pendant un long moment, et pour la première fois depuis près d'1 an, je ne me sentais pas en colère. Je me sentais juste fatigué. Je ne sais pas si c'est réel ou si c'est une autre performance. Mais je sais une chose, le pardon ne signifie pas toujours ouvrir la porte. Pourtant, devrais-je la laisser revenir?